Vanessa a ri aux éclats avec ses amis en disant que ma cuisine était de la nourriture pour cochons juste après que je leur ai servi le café que j'avais préparé avec tout mon cœur. Je m'appelle Madeleine, j'ai 72 ans, je suis veuve et propriétaire de la maison où elle vit à mes crochets. Ce que ma belle-fille n'imaginait pas, c'était la visite surprise qui allait se garer devant mon portail dans exactement 2 heures. Je me suis réveillée ce matin-là en sentant le poids de mes 72 ans dans mes articulations, mais avec le cœur léger, comme chaque fois que j'entrais dans ma cuisine. La maison était encore silencieuse. L'horloge au mur indiquait 5h30 du matin. C'était mon moment sacré. Pendant que le reste du monde dormait, et surtout pendant que ma belle-fille Vanessa et mon fils Olivier ronflaient à l'étage, je pouvais redevenir la reine de mon propre château. Du moins, c'est ce que j'essayais de me dire pour ne pas pleurer. J'ai mis l'eau à chauffer sur la cuisinière que mon défunt mari Gérard et moi avions achetée avec la sueur de 30 ans de travail aux Halles de Bordeaux. L'odeur du café frais a vite envahi la cuisine. Cette odeur de terre mouillée qui réconforte l'âme. J'ai préparé la pâte du gâteau aux noix du Périgord qu'Olivier adorait quand il était petit. Mes doigts, bien que tordus par le temps, connaissaient encore exactement la bonne consistance de la pâte, ni trop molle, ni trop ferme. C'était un savoir qui n'était pas dans les livres, il était dans ma peau, dans ma mémoire. Pendant que le gâteau gonflait dans le four en répandant ce parfum sucré dans toute la maison, j'ai commencé à dresser la table. Pas n'importe quelle table, mais une table de petit déjeuner digne d'une série télévisée, comme Vanessa aimait l'exiger, même si elle n'avait jamais lavé une seule tasse dans cette maison. Nappe en dentelle de Calais, les tasses en porcelaine de Limoges que j'avais héritées de ma mère, le fromage blanc onctueux, les fruits coupés en petits cubes parfaits. Je faisais tout cela non par obligation, mais parce qu'aimer, c'est servir. Et j'aimais encore mon fils, malgré tout. Au fond de moi, j'avais l'espoir que si j'étais utile, si j'étais parfaite, peut-être qu'il me regarderait avec un peu plus de tendresse. Mais l'espoir des vieux est le premier à trinquer. Il était 9 heures quand j'ai entendu le bruit des talons hauts descendre l'escalier en bois. Ce n'était pas seulement Vanessa, c'était aussi ses amis. Des femmes qui parlèrent fort, riaient de manière forcée et me regardaient comme si j'étais un vieux meuble qu'il fallait remplacer. « Bonjour, Madame Madeleine », a dit l'une d'elles, Claudine, avec ce sourire jaune qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, ma fille », ai-je répondu en essuyant mes mains sur mon tablier. Le café est sur la table. J'ai fait un gâteau tout chaud. Vanessa est entrée dans la cuisine comme un ouragan, sans me dire bonjour. Elle était trop apprêtée pour un mardi matin, avec un maquillage chargé et un parfum qui se battait avec l'odeur du café. « Oh, Madeleine, j'espère que tu n'as pas mis trop de sucre dans ce gâteau. On est au régime, tu sais. » Elle a dit cela en s'asseyant en bout de table, à la place qui avait toujours été celle de mon Gérard. J'ai simplement souri en ravalant ma fierté, comme je le faisais depuis 5 ans, depuis qu'ils avaient emménagé ici sous prétexte de s'occuper de moi après mon veuvage. La vérité, c'est qu'ils avaient besoin d'économiser pour acheter leur appartement. Des économies qui n'arrivaient jamais, parce que tout l'argent partait en vêtements, voyages et fêtes. J'ai servi le café aux 3 femmes. Elles mangeaient avec voracité, malgré leurs conversations sur les régimes. Je suis restée debout, appuyée contre l'évier, à observer. J'étais invisible pour elles, sauf quand elles avaient besoin de plus de sucre ou d'une serviette. C'est alors que s'est produit le moment qui m'a déchiré le cœur d'une façon que même la mort de Gérard n'avait pas réussi à faire. Parce que la mort de Gérard était triste, mais naturelle. Ce qui se passait là, c'était de la pure méchanceté. Vanessa a mordu un généreux morceau de mon gâteau aux noix. Le même gâteau qu'elle dévorait presque entièrement chaque week-end. Elle a mâché, fait une grimace exagérée pour ses amis et laissé tomber sa fourchette dans l'assiette avec un bruit agaçant. Franchement, les filles, a-t-elle commencé en levant les yeux au ciel. J'essaie, je vous jure que j'essaie, mais cette vieille ne sait faire que de la mauvaise cuisine. C'est tout gras, sans goût, un truc d'un autre temps, vous voyez. Je ne sais pas comment je fais pour supporter de vivre ici à manger ça tous les jours. C'est un sacrifice. Le silence a duré 1 seconde, puis a explosé en éclats de rire. « Ma pauvre chérie, tu es une sainte », a dit l'autre en riant la bouche pleine de mon gâteau. Supporter une belle-mère, c'est déjà difficile. Alors, une belle-mère qui cuisine mal. « Et oui », a continué Vanessa, ravie d'avoir un public. «
Je dis à Olivier qu'on devrait engager une vraie cuisinière, mais il a pitié de sa maman. Il dit que c'est son seul passe-temps. Mais regardez-moi ça, les filles. On dirait du ciment. Elles ont ri encore plus fort, de mon gâteau, de mes mains, de mon dévouement. J'ai senti mon visage brûler, non pas de honte, mais d'une douleur vive, physique. J'avais cuisiné pour les fêtes de la paroisse toute ma vie. J'avais élevé mes enfants avec ma cuisine. Gérard disait toujours que mon assaisonnement était la meilleure chose au monde. Et maintenant, dans ma propre maison, à la table que j'avais achetée, mangeant la nourriture que j'avais payée et préparée, cette femme m'humiliait devant des étrangères pour se sentir importante. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré devant elle, je ne leur ai pas fait ce plaisir. J'ai respiré profondément en sentant l'odeur du café qui maintenant semblait amère. J'ai souri. Un sourire triste mais ferme. Je me suis approchée lentement de la table. « Vous avez terminé, mesdames ?» ai-je demandé d'une voix douce. « Tu peux tout débarrasser, Madeleine. Apporte encore du café, mais essaie de ne pas faire cette eau sale comme d'habitude. » Vanessa a dit cela sans même me regarder, les yeux rivés sur son téléphone. J'ai ramassé les tasses en silence. J'ai tout posé dans l'évier avec précaution, sans rien cogner. J'ai lavé mes mains et les ai bien essuyées sur le torchon brodé. « Excusez-moi, » ai-je dit. « Va donc te reposer, c'est tout ce que tu sais faire de toute façon, » a marmonné Vanessa. J'ai marché dans le couloir. Chaque pas était lourd, mais c'était aussi un adieu. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis permis de laisser couler une larme solitaire sur mon visage ridé. Mais une seule. Je l'ai vite essuyée. Il n'y avait plus de temps pour les pleurs. J'ai regardé le réveil sur ma table de chevet. Il était 9h30. Plus pour très longtemps. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. J'ai ouvert le tiroir de ma commode, sous les chemises de nuit en flanelle pliées avec soin et parfumées à la lavande. J'en ai sorti une pochette jaune à élastique. À l'intérieur, il y avait un document signé chez le notaire avec une odeur de papier neuf. J'ai passé ma main sur les lettres noires en sentant la texture du papier. Pendant des années, j'avais accepté d'être la vieille pénible, la belle-mère inutile, la domestique de luxe sans salaire. J'avais accepté parce que je croyais que c'était ça la famille. J'avais accepté parce que j'avais peur de rester seule. Mais la solitude accompagnée est la pire qui existe. Et ce matin-là, en entendant ces rires cruels dans le salon, j'ai eu la certitude absolue que j'avais fait le bon choix. Ils pensaient que j'étais une petite vieille gâteuse qui ne comprenait rien. Ils pensaient que la maison leur appartenait de droit, qu'ils attendaient simplement que je passe l'arme à gauche pour récupérer l'acte de propriété. Vanessa avait même amené un architecte la semaine dernière en cachette pour mesurer le salon et abattre le mur de la cuisine. Elle croyait que je dormais sur le canapé, mais j'avais tout entendu. « Quand la vieille ne sera plus là, on casse tout ici », avait-elle dit. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Je n'étais pas seulement une vieille qui faisait de la mauvaise cuisine, j'étais Madeleine Dupont. J'avais été couturière, marchande aux halles, j'avais géré les comptes de la maison pendant 40 ans sans jamais laisser manquer un seul pain. Je savais lire, je savais écrire et surtout, je connaissais la valeur de ce qui m'appartenait. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. J'étais dans la file d'attente de la banque, cette file prioritaire qui fait semblant d'avancer vite, mais qui n'avance jamais. J'ai rencontré Maître Lefebvre, un vieil avocat ami du temps de Gérard. Il m'a salué, m'a demandé des nouvelles, et moi, dans un rare moment d'épanchement, je lui ai confié que je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Je lui ai parlé des moqueries, du manque d'argent qu'ils prétendaient avoir alors qu'ils changèrent de voiture chaque année. Maître Lefebvre, homme sage, a ajusté ses lunettes et m'a dit ceci. « Madame Madeleine, vous êtes propriétaire à titre plein. » Gérard avait tout très bien ficelé dans son testament. Si vous voulez vendre, vous vendez. Si vous voulez voyager, vous voyagez. Vous avez de l'argent. Le problème, c'est que vous avez donné la clé du coffre à des gens qui ne connaissent pas la valeur de la sueur. Ces paroles avaient tourné dans ma tête.
Je suis rentrée à la maison ce jour-là et j'ai trouvé l'évier plein de vaisselle sale du dîner qu'ils avaient donné pour leurs amis. Personne n'avait lavé un seul verre. Il y avait des restes de pizza par terre. Et moi, comme une sotte, j'ai commencé à nettoyer. Mais pendant que je frottais le sol, quelque chose a changé en moi. J'ai regardé mes mains. Des mains qui avaient planté le potager dans le jardin. Des mains qui avaient cousu pour l'extérieur afin de payer les études d'Olivier. Des mains qui avaient pris soin de Gérard jusqu'à son dernier souffle. Ces mains méritaient du repos, pas du détergent et de l'ingratitude. J'ai commencé à agir en silence. La stratégie de ceux qui ont beaucoup vécu, c'est de ne pas faire de vagues. Pour vivre heureux, vivons cachés, comme disait mon père. J'ai cherché une agence immobilière dans un autre quartier. J'ai dit que je voulais vendre vite, avec tout le mobilier inclus, mais que j'avais besoin de temps pour organiser mon départ. Un acheteur s'est présenté en 2 semaines. Un investisseur qui voulait le terrain pour y construire un cabinet médical. Le montant était suffisant pour que j'achète 2 petits appartements et que je vive encore comme une reine le reste de ma vie. J'ai signé le compromis de vente, puis l'acte définitif en cachette chez le notaire. J'ai rangé les papiers au fond du tiroir de mes sous-vêtements. Le seul endroit que Vanessa ne fouillait pas parce qu'elle avait le dégoût des affaires de vieille. L'argent était arrivé sur mon compte hier. J'avais vu les zéros sur l'application de mon téléphone et j'avais failli tomber à la renverse. J'étais une femme riche et libre. Mais il me manquait encore le courage de faire le dernier pas. Il me manquait le courage de dire non à mon fils. Jusqu'à ce matin, jusqu'à la mauvaise cuisine. J'ai rangé la pochette dans mon sac à main, celui en cuir noir que j'utilise pour aller à la messe. J'ai troqué mes chaussons contre des chaussures confortables. J'ai mis un peu de rouge à lèvres clair et j'ai coiffé mes cheveux blancs. Je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me regardait en retour n'était plus la victime. C'était une femme qui avait pris une décision. Dehors, dans le salon, les rires continuaient. Elle n'avait aucune idée. Je me suis assise au bord du lit et j'ai attendu. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais d'une anxiété mêlée de justice. Je me souvenais de chaque affront, de chaque linge sale que j'avais lavé, de chaque fois où l'on m'avait traitée comme une enfant. Tout cela était sur le point de prendre fin. Le temps a passé lentement. 10h, 10h30. À 11h pile, j'ai entendu le bruit. C'était impossible à confondre. Le grondement lourd d'un moteur diesel, le sifflement des freins à air comprimé dans la rue tranquille du quartier, le son de quelque chose de gros qui manœuvrait. Le sol de la chambre a légèrement tremblé. Je me suis levée et j'ai pris mon sac. Dans le salon, les voix se sont tues. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un camion qui s'arrête devant chez nous. J'ai entendu la voix de Vanessa sur un ton de curiosité agacée. C'est sûrement le voisin qui va encore faire des travaux. On n'a vraiment pas besoin de ce bruit. J'ai ouvert la porte de la chambre et j'ai marché dans le couloir. Cette fois, mes pas étaient fermes. Je n'allais pas servir le café. J'allais servir la réalité. Quand je suis arrivée dans le salon, Vanessa était à la fenêtre, regardant à travers le rideau. Ses amies étaient toujours assises avec un air ennuyé. « Madeleine » a crié Vanessa sans se retourner. « Va voir ce que ce camion veut. Ce doit être une livraison par erreur. Dis-leur de partir. Je n'ai rien commandé aujourd'hui. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à marcher jusqu'à la porte d'entrée. Ce n'est pas une erreur de livraison, Vanessa, ai-je dit, ma voix claire et forte, sans trembler. Elle s'est retournée, surprise que j'ai répondu. « Quoi ? Le camion n'est pas une livraison ?» ai-je répété en posant ma main sur la poignée de la porte d'entrée. « Le camion est pour moi. » J'ai tourné la clé et ouvert la porte. Le soleil du matin a illuminé le salon, révélant la poussière que Vanessa ne nettoyait jamais. Dehors, un énorme camion rouge et blanc occupait toute la façade de la maison. Sur le côté, en grosses lettres rouges, était écrit « Déménagement rapide Sud-Ouest ». 2 hommes en uniforme sont descendus du camion. L'un d'eux, avec un bloc-notes à la main, a regardé le numéro de la maison, puis s'est tourné vers moi. « Madame Madeleine Dupont ?» a-t-il demandé à voix haute. « C'est bien moi, mon garçon », ai-je répondu en descendant la marche de la véranda. « Vous pouvez entrer. On va commencer par le salon. » Vanessa a couru jusqu'à la porte, les yeux écarquillés, le visage pâle sous son maquillage. « Un déménagement »
C'est quoi cette histoire, Madeleine? Tu vas dans une maison de retraite? Je me suis arrêtée et je l'ai regardée droit dans les yeux. Ce regard de mépris qu'elle m'avait lancé plus tôt avait disparu, laissant place à la peur de l'inconnu. Non, ma chère, ai-je dit avec le calme de celle qui est sûre de sa victoire. Je ne vais pas dans une maison de retraite. Ce n'est pas moi qui vais quitter cette maison. En fait, la maison n'est plus à moi, ni à vous. Quoi? A-t-elle crié. Et ses amis se sont levés du canapé, effrayés. J'ai vendu la maison Vanessa, avec tout le mobilier inclus. Le nouveau propriétaire veut les clés aujourd'hui à midi. Et ce camion? C'est pour emporter uniquement mes affaires. Le reste appartient au nouveau propriétaire ou part à la poubelle. Vous avez exactement 1 heure pour prendre vos vêtements et partir d'ici. Le silence qui a suivi était plus lourd que le camion dehors. Le premier déménageur entrait dans le salon et demandait « Madame Madeleine, ce canapé où les dames sont assises, il part ou il reste ?»« Le canapé part », ai-je répondu d'une voix ferme. Ce canapé était le premier cadeau que Gérard m'avait fait quand nous avions fini de payer ce terrain il y a 30 ans. Il va dans ma nouvelle maison. Les amis de Vanessa, Claudine et l'autre blonde, dont je n'avais même pas retenu le nom, ont bondi du canapé comme s'il avait pris feu. Vanessa a attrapé son téléphone, les mains tremblantes. « Je vais appeler Olivier. Il va empêcher ça. Il va te faire mettre sous tutelle, Madeleine. Tu vas voir. »« Appelle, » ai-je dit. « Tu peux appeler, mais dis-lui de venir en taxi parce que le garage doit aussi être vide à midi. » J'ai ouvert le réfrigérateur. Il était plein. Des fromages chers, des yaourts importés, des vins, tout acheté avec l'argent qu'Olivier disait ne pas avoir pour réparer la fuite d'eau dans ma chambre. Madame Madeleine, l'un des déménageurs, m'a appelé. « Le réfrigérateur part ?»« Non, mon garçon, » ai-je répondu. « Celui-là reste. Mais ce qu'il y a dedans est un cadeau pour vous. Vous pouvez emporter toute la nourriture. Faites-vous un barbecue ce soir en mon honneur. » Vanessa est apparue juste au moment où le jeune homme prenait une côte de bœuf emballée sous vide. « Hé, ça c'est à moi !» a-t-elle crié. « Cette côte de bœuf a coûté 45 €. »« C'était à toi, » ai-je corrigé. « C'était dans mon réfrigérateur, dans ma maison. Et comme tu as dit que ma cuisine était mauvaise, j'ai préféré tout donner à ceux qui ont bon goût et bon appétit. » C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voiture d'Olivier freiner brusquement devant la maison. Il est entré en courant, essoufflé, le costume froissé. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Il a hurlé en regardant le salon à moitié vide. « Maman, tu es devenue folle ?»« Bonjour mon fils, » ai-je dit. « Tu arrives à temps pour aider ta femme à faire ses valises. Maman, arrête ça. Fais arrêter ce camion maintenant. Cette maison est à nous. Tu ne peux pas vendre sans ma signature. » « Ah, Olivier, » ai-je soupiré fatigué. « Tu aurais dû lire le testament de ton père avec plus d'attention. La maison était à moi, 100% à moi, et je l'ai vendue. Mais et nous ?» il a demandé. « On va aller où ? On n'a pas d'argent de côté. On paie la voiture. La carte de crédit est au maximum. Maman, tu ne peux pas faire ça à ton propre fils. Je peux, Olivier, et je le fais. Non par méchanceté, mais par amour-propre. Et peut-être pour vous apprendre ce que ton père et moi avons appris très tôt. La vie ne donne pas tout gratuitement pour toujours, surtout quand on se plaint de la nourriture. » L'horloge a sonné midi. Le chef du déménagement est entré. « Madame Madeleine, le camion est plein. Le nouveau propriétaire vient d'arriver. Il attend les clés. » Le cœur d'Olivier s'est arrêté. Je l'ai vu dans ses yeux. Vanessa a commencé à pleurer, des pleurs laids, désespérés. Je me suis retourné vers mon fils et ma belle-fille, debout au milieu du salon vide. « Vous avez 10 minutes pour prendre ce qui est à vous et sortir par derrière, » ai-je dit en tenant le trousseau de clés. « Parce que je vais remettre ces clés maintenant. Et à partir de ce moment, si vous restez ici, ce sera une violation de domicile. » Olivier m'a regardé avec de la haine, de la peine, mais aussi du respect. « Tu es une femme froide, maman. » J'ai souri. Ce sourire mystérieux que seuls ceux qui ont vécu 7 décennies savent donner. « Je ne suis pas froide, mon fils. Je suis simplement une cuisinière qui en a eu assez de servir un banquet à ceux qui n'ont pas de palais. » J'ai tourné le dos et je suis sortie sur la véranda, sentant le soleil sur mon visage et la liberté dans ma poitrine. Mais je savais que la bataille n'était pas encore terminée. Pendant que je descendais les marches, j'ai entendu Olivier crier à Vanessa. « Prends la pochette verte dans l'armoire du bureau, vite, avant qu'elle ne s'en souvienne. » Je me suis arrêtée.
La pochette verte. J'avais complètement oublié. Mon cœur a raté un battement quand j'ai vu le sourire tordu d'Olivier dans le rétroviseur du taxi. Il tenait la pochette verte comme si c'était un trophée de guerre. À l'intérieur se trouvait une procuration générale que j'avais signée il y a des années quand j'avais été opéré de la hanche. Avec ce papier, il pouvait vider mon compte avant que le camion de déménagement n'arrive à ma nouvelle adresse. Le taxi a tourné au coin de la rue et l'image de mon fils et de ma belle-fille sur le trottoir, entourés de sacs poubelles remplis de vêtements, a disparu. Mais le danger n'avait pas disparu. J'ai appuyé ma tête contre le siège, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. « Vous allez bien, madame ? Vous avez l'air pâle. Ce n'est pas la peine, mon garçon. C'est juste des histoires de famille, » ai-je répondu. Je savais exactement ce qu'Olivier allait faire. Il est prévisible. Vanessa devait être en train de lui crier dans les oreilles. « Va à la banque, Olivier. Transfère tout avant que la vieille ne dépense. » Ils pensaient avoir un atout dans leur manche. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que c'était moi qui avais battu les cartes. J'ai pris mon téléphone dans mon sac. Mes mains, qui avaient tant de fois pétri le pain et cousu des ourlets, tapaient maintenant avec une précision chirurgicale. J'ai appelé directement Maître Lefebvre. Maître Lefebvre, c'est Madeleine. Olivier a pris la pochette verte, celle avec la procuration de 2018. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu le bruit de papier qu'on feuillette. Du calme, Madeleine. Cette procuration n'a plus de validité si on la révoque maintenant, mais il peut essayer de l'utiliser si l'étude notariale n'est pas connectée au système. J'envoie la révocation électronique au notaire maintenant. Mais Madeleine, le système bancaire peut mettre quelques heures à se mettre à jour. Laissez-moi m'en occuper, maître, ai-je coupé. Faites les papiers, moi je vais faire la scène. J'ai raccroché et changé la destination de la course. Chauffeur, changement de programme. Emmenez-moi à la banque centrale de la place des Quinconces, s'il vous plaît. Et vous pouvez accélérer un peu ? J'ai un rendez-vous avec mon passé. Pendant que le taxi traversait la circulation, j'ai ajusté ma robe. J'ai sorti de mon sac un foulard de soie que Vanessa trouvait ringard et je l'ai noué autour de mon cou. J'ai remis une couche de rouge à lèvres. Je n'allais pas entrer dans cette banque comme la pauvre veuve. J'allais entrer comme la cliente très importante qui venait de déposer une fortune. Je suis arrivée à l'agence 10 minutes avant Olivier. Je suis entrée dans l'agence. L'air conditionné glacé s'est heurté à ma peau chaude. Le vigile, monsieur Joël, qui me connaissait depuis 20 ans, a souri. « Madame Madeleine, ça fait longtemps. Vous êtes venue apporter ce gâteau aux noix ? Pas aujourd'hui, Joël. Aujourd'hui, je suis venue traiter de grandes affaires. Le directeur Guillaume est là ? On m'a emmené directement au bureau du directeur général. Guillaume, un homme de 40 ans que j'avais vu grandir à la paroisse, s'est levé immédiatement. Il avait vu le solde de mon compte ce matin-là. Le traitement change quand les zéros augmentent. Madame Madeleine, quel honneur. Vous acceptez un café ? J'accepte un café, Guillaume. Mais sans sucre, la vie est déjà assez douce aujourd'hui. Guillaume, j'ai besoin d'un service discret. J'ai expliqué la situation en peu de mots. Mon fils allait essayer d'utiliser une vieille procuration pour faire bouger de l'argent qui n'était pas à lui. Guillaume est devenu rouge de colère. « Madame Madeleine, c'est de la fraude. S'il essaie, j'appelle la police. »« Non, ai-je levé la main. Pas de police, pas de scandale. Je veux qu'il essaie. Je veux qu'il sente le goût de la victoire sur le bout de la langue et qu'ensuite il se morde la langue. Bloquez simplement l'opération au moment critique et laissez-moi regarder d'ici, derrière la fougère. » Guillaume a hésité, puis a souri. « Comme vous voudrez, madame. » Je suis restée là à siroter mon café, caché derrière une énorme plante ornementale. De là, j'avais une vue parfaite sur les guichets. 20 minutes plus tard, ils sont arrivés. C'était une scène pathétique. Olivier était en sueur, la chemise ouverte, tenant la pochette verte comme si c'était une Bible. Vanessa suivait juste derrière, traînant une valise à roulettes sur le sol de la banque. Ils sont allés directement au guichet prioritaire. J'ai vu Olivier parler fort en gesticulant. Il a sorti le papier de la pochette et l'a claqué sur le comptoir. La guichetière a pris le papier, a regardé l'écran, a froncé les sourcils et a appelé le superviseur. Le superviseur a indiqué le bureau de Guillaume. Guillaume les a reçus debout, sérieux. « En quoi puis-je vous aider ?
Je suis Olivier Dupont, fils de Madeleine Dupont. Ma mère ne va pas très bien dans sa tête. L'âge, vous savez. Elle a fait une vente immobilière impulsive aujourd'hui et j'ai besoin de bloquer les fonds. J'ai ici la procuration générale. J'ai entendu Vanessa siffler. Transfère vite tout sur notre compte joint, Olivier, avant qu'elle ne donne tout à une église. Guillaume a pris le papier, l'a analysé, a tapé quelque chose sur le clavier. Monsieur Dupont, cette procuration date de 2018. Elle est à durée indéterminée, a rétorqué Olivier. Elle est valide. Elle l'était, a corrigé Guillaume. Jusqu'à il y a 10 minutes. La procuration a été révoquée chez le notaire et la notification vient d'arriver dans notre système. De plus, la titulaire du compte a changé tous les mots de passe. Le compte joint a été clôturé. Le solde a été transféré sur un compte d'investissement sécurisé qui ne peut être mouvementé qu'avec sa biométrie. Olivier est devenu blanc. Mais elle n'a pas pu faire ça si vite. Où est-elle? La banque ne peut pas fournir d'informations sur la localisation des clients, a dit Guillaume fermement. C'est absurde, a explosé Vanessa. Nous sommes sa famille, nous sommes à la rue. Cet argent était notre droit. J'ai supporté cette vieille et sa cuisine dégoûtante pendant 5 ans pour garantir cet argent. Toute la banque s'est arrêtée. Le silence a été brisé par l'aveu crié de sa cupidité. Vanessa a mis sa main sur sa bouche, réalisant ce qu'elle venait de dire. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'était l'heure de mon monologue. Je me suis levée du fauteuil derrière la fougère. Le bruit de mes chaussures sur le sol en granit a résonné. « Bonjour Vanessa. Bonjour Olivier. » Les deux ont pivoté au ralenti. L'expression de terreur sur leur visage valait chaque centime que j'avais sur mon compte. « Alors c'était ça ?» ai-je demandé en regardant Vanessa. « Tu as supporté ma cuisine dégoûtante ? Intéressant, parce que quand tu demandais de l'argent pour le Botox, tu ne t'es jamais plainte que mes billets de 50 € étaient vieux ou sales. J'ai ouvert mon sac et j'en ai sorti un billet de 20 €. Je l'ai posé sur le bureau de Guillaume. Voilà. Ça suffit pour un casse-croûte à la boulangerie du coin et pour le quart jusqu'à chez la mère de Vanessa en Dordogne. Ma mère, a couiné Vanessa. Je n'ai pas mis les pieds dans ce trou perdu depuis 10 ans. Je déteste cet endroit. Alors il va falloir commencer à l'aimer, ai-je souri, parce que c'est le seul toit qu'il vous reste. Je suis arrivée à mon nouvel immeuble, la résidence Les Terrasses. Le camion était déjà en train de décharger. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 7e étage. J'ai ouvert la porte de l'appartement 702. L'odeur de peinture fraîche m'a accueilli. C'était petit, oui. Un salon-cuisine ouvert, une chambre, une bonne salle de bain. Mais il y avait un balcon vitré avec vue sur la ville. Je suis allée sur le balcon. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de violet. J'ai respiré profondément l'air de la liberté. Pour la première fois depuis 5 ans, je n'avais pas à me soucier du dîner de qui que ce soit. Mais mon téléphone a vibré. Un message de Claudine, l'une des amies de Vanessa. C'était une capture d'écran d'une publication de Vanessa sur un réseau social. Une vieille photo de moi, prise un jour où j'étais décoiffée en train de faire le ménage. La légende disait ceci. C'est vraiment triste de voir comment la sénilité détruit les familles. Ma belle-mère, en pleine crise, nous a expulsés de la maison et a volé nos économies. Nous avons besoin d'aide juridique et psychiatrique de toute urgence pour la faire mettre sous tutelle. Partagée pour aider une personne âgée qui ne sait plus ce qu'elle fait. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Elle jouait sale. Elle essayait de retourner la société contre moi en utilisant la carte de la petite vieille folle. J'ai regardé la ville en contrebas. « Ah, Vanessa !» ai-je murmuré au vent. « Tu veux jouer à Internet ? Tu veux parler de réputation ?» J'ai marché jusqu'à ma boîte d'affaires importante. Je l'ai ouverte et j'en ai sorti un vieux cahier de recettes. Mais ce n'était pas seulement des recettes de cuisine. C'était là que je notais tout. Les dates, les montants, les prêts qu'Olivier demandait et ne remboursait jamais, les fois où Vanessa avait pris ma carte en cachette. Et plus importante encore, à l'intérieur de ce cahier, il y avait une photo. La photo d'une lettre de relance d'un usurier qui était arrivé à la maison il y a 3 mois. J'ai pris mon téléphone. Ils voulaient une guerre publique. Ils allaient l'avoir. Mais moi, je n'allais pas me battre avec des mensonges. J'allais me battre avec la vérité toute nue. Je me suis assise sur mon canapé en velours vert et j'ai ouvert la caméra du téléphone. « Bonsoir mes amis, je m'appelle Madeleine,
J'ai 72 ans et aujourd'hui je vais vous donner une recette différente. C'est la recette pour se débarrasser des parasites en 3 étapes. J'ai expliqué calmement la situation. J'ai montré le cahier, les preuves, sans jamais élever la voix. À tous les amis et voisins qui s'inquiètent, je vais très bien. Je suis en sécurité. Et pour la première fois depuis des années, je vais dîner ce que j'aime sans que personne ne fasse la grimace. Bonne soirée. J'ai terminé l'enregistrement et appuyé sur publier. Les notifications n'ont pas arrêté. Des likes, des commentaires, des partages. Le premier message était de Madame Cécile, ma voisine depuis 30 ans. Madeleine, ma chère amie, je le savais, on est avec toi. Puis un message de Claudine elle-même. Madame Madeleine, pardonnez-moi pour ce matin. J'ai ri par politesse. Vous savez comment est Vanessa. D'ailleurs, ce gâteau était divin. Le lendemain matin, l'interphone a sonné. C'était le gardien, Monsieur Henri. Madame Madeleine. J'ai un couple en bas, Olivier et Vanessa. Ils disent que vous allez mal. Ils veulent monter. L'homme est assez énervé. J'ai soupiré. Dites-leur que je vais descendre. Et Monsieur Henri, restez à proximité, s'il vous plaît. Je suis descendu par l'ascenseur. Vanessa portait les mêmes vêtements que la veille, froissés. Olivier faisait les 100 pas en se rongeant les ongles. Tu as détruit nos vies, maman. Cette vidéo a 5000 partages. Les gens de mon travail m'envoient des blagues sur les dettes de jeu. Tu as exposé ma vie. J'ai exposé la vérité, Olivier, ai-je répondu calmement. Vous avez raconté un mensonge sur ma santé mentale. J'ai raconté une vérité sur votre comptabilité. J'ai ouvert mon sac à main. Olivier, tu veux voir la preuve de ta dette de jeu? J'ai sorti une enveloppe Kraft. À l'intérieur, la photo de la lettre de relance de l'usurier. Olivier a pâli. Maman, où tu as trouvé ça? J'ai déchiré cette lettre. Tu l'as déchirée et jetée à la poubelle de la cuisine. Qui tu crois qui sort les poubelles dans cette maison? J'ai reconstitué la lettre. J'ai lu les menaces. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai payé, ai-je dit. Je suis allé à la banque, j'ai retiré de mon épargne et j'ai payé 5000 € pour qu'on ne te casse pas les jambes. Vanessa a regardé Olivier, choqué. 5000 €? Olivier, tu m'as dit que tu avais gagné cet argent en bonus. Tu m'as dit que tu avais payé le voyage de fin d'année avec un bonus. J'ai menti, a-t-il crié. J'avais besoin de payer, sinon ils allaient me tuer. Tu as utilisé l'argent de ta mère pour payer des dettes de jeu et tu as dit que c'était ton bonus, a hurlé Vanessa. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Un appel vidéo, un numéro international. J'ai répondu, curieuse. L'image pixelisée s'est formée. C'était une jeune femme aux cheveux bouclés. Derrière elle, un paysage de neige. « Mamie Madeleine », a dit la jeune femme avec un léger accent. « Qui est à l'appareil ?»« C'est moi, mamie, Béatrice, la fille de Richard. » Mon cœur s'est arrêté. Richard, mon fils du milieu. Celui qui était parti il y a 20 ans après une dispute avec son père et qui n'avait plus jamais donné de nouvelles. « Béatrice », ai-je dit la voix tremblante. « Ma petite fille ?»« Oui, mamie. Pardon d'appeler comme ça sans prévenir, mais ta vidéo est arrivée jusqu'ici au Québec. Papa l'a vue, et il est en train de pleurer à côté de moi. La caméra a pivoté, et il était là. Les cheveux gris, plus vieux, mais avec les mêmes yeux que Gérard. « Bénis-moi, maman », a-t-il dit la voix nouée. « Pardonne-moi mon absence. » Les larmes que j'avais retenues ont enfin coulé. « Que Dieu te bénisse, mon fils, ai-je répondu en touchant l'écran. « Maman, on arrive. Béatrice vient d'acheter les billets. On veut rencontrer la mamie à la mauvaise cuisine. Et maman, ton gâteau aux noix me manque terriblement. » Après avoir raccroché, je suis remontée dans mon appartement. Mais avant que je puisse me détendre, la sonnette a retenti. Pas l'interphone, la sonnette de la porte. J'ai regardé par le Judas. Il n'y avait personne, seulement une enveloppe jaune par terre. J'ai ouvert la porte avec la chaîne de sécurité et j'ai ramassé l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une vieille clé en fer, lourde, et un court message. « Madame Madeleine, j'ai vu votre vidéo. J'ai connu votre mari Gérard. Il m'a laissé quelque chose à garder pour vous, à ne remettre que lorsque vous seriez libérée de vos chaînes. Cette clé ouvre le coffre 304 à la Banque centrale. Ce qu'il y a à l'intérieur va changer l'histoire de toute votre famille. Allez-y demain. »
Signé. Un vieil ami qui n'oublie jamais un service rendu. J'ai tenu la clé glacée dans ma main. Gérard avait des secrets. Des secrets qu'il m'avait cachés pour me protéger. Qu'est-ce que mon mari, un simple marchand aux Halles, pouvait bien garder dans un coffre de banque? Demain, j'allais le découvrir. La lourde porte en acier du coffre numéro 304 s'est ouverte avec un léger grincement, libérant une odeur de vieux papier et de secrets bien gardés. J'étais seule dans la salle réservée de la banque, mais je sentais la main de mon défunt Gérard sur mon épaule. Ce que j'ai trouvé là-dedans n'était pas seulement de la richesse. C'était la preuve ultime que le véritable amour protège même après la mort. À l'intérieur de la boîte métallique froide, il y avait un paquet enveloppé dans du papier kraft et une lettre manuscrite avec l'écriture cursive que je connaissais si bien. J'ai pris la lettre en premier. Le papier était jauni sur les bords. Ma chère Madeleine, si tu lis ceci, c'est que tu as enfin décidé de voler de tes propres ailes. J'ai toujours su que tu étais forte, plus forte que moi, mais je savais aussi que ton cœur de mère était ta plus grande faiblesse. J'ai vu comment Olivier a grandi trop gâté. J'ai vu comment Vanessa regardait notre argent et non notre histoire. Pendant des années, j'ai mis de côté une partie des bénéfices de notre étal. Tu te souviens de cet argent du fournisseur que je disais avoir augmenté? Je ne payais pas les oranges plus chères. J'achetais de l'or, Madeleine, et des terrains, parce que j'avais peur de mourir et de te laisser entre leurs mains. Dans cette boîte se trouvent les actes de propriété de 3 terrains commerciaux dans le centre, que j'ai achetés aux enchères judiciaires dans les années 90 et quelques lingots d'or. Tout est à ton nom de jeune fille pour ne pas entrer dans la succession ordinaire. C'est pour que tu réalises ce rêve que tu m'as murmuré pendant notre lune de miel. Sois heureuse, ma reine. Avec amour, Gérard. Les larmes sont tombées sur le papier. J'ai pleuré de nostalgie, de gratitude, en réalisant que pendant tout le temps où je m'étais sentie diminuée, l'homme de ma vie construisait silencieusement mon trône. J'ai ouvert le paquet Kraft. L'éclat doré a illuminé la pièce. Il y avait là de quoi vivre 10 vies. Mais ce qui m'a le plus touchée, ce sont les actes de propriété. Des terrains dans le centre. Aujourd'hui, ils valaient des millions. 2 jours plus tard, Richard et Béatrice sont arrivés. Quand l'ascenseur s'est ouvert, j'ai vu Richard, 20 ans de plus que la dernière fois. Les cheveux gris, les marques d'expression de quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le froid du Nord. À côté de lui, Béatrice, ma petite fille, avec un sourire radieux. Maman, Richard a lâché ses valises et a couru. Son étreinte était serrée, désespérée, pleine de nostalgie refoulée. Il sentait le froid et le pain, une odeur différente, mais l'étreinte sentait la maison. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi d'avoir mis si longtemps. Tu es pardonné, mon fils. L'important, c'est que tu sois revenu. Nous sommes entrés. La maison sentait le gâteau aux noix en train de cuire. Richard a fermé les yeux et a inspiré profondément. Mon Dieu, cette odeur. J'ai rêvé de cette odeur pendant 20 ans au Québec. Vanessa a dit que ta cuisine était mauvaise. Cette femme n'a aucun palais, maman. Elle a du venin sur la langue. Nous avons ri. Un rire léger, libéré. Les nouvelles d'Olivier et Vanessa sont arrivées quelques jours plus tard. Claudine m'a tenu informée. Ils habitaient chez la mère de Vanessa en Dordogne, dans un petit village poussiéreux. Vanessa travaillait au comptoir de la boulangerie familiale. Olivier avait trouvé un emploi comme commercial en porte-à-porte. La voiture de luxe avait été rendue à la banque. Les vêtements de marque, Vanessa avait dû les vendre sur des sites de vide dressing pour payer les billets de car. 6 mois après le jour du déménagement, j'ai inauguré chez Madeleine cuisine et tendresse. J'ai utilisé l'un des terrains du centre. Je n'ai pas vendu, j'ai construit. Avec l'argent de l'or, j'ai rénové une vieille bâtisse qui tombait en ruine. J'ai gardé l'architecture ancienne, les grandes fenêtres en bois, le sol en carreaux de ciment. Ce n'est pas un restaurant chic avec des plats minuscules. C'est un restaurant avec des tables d'hôtes, de grandes tables en bois massif où des inconnus s'assoient côte à côte et deviennent amis. Le menu, le même que Vanessa appelait de la nourriture pour cochons. Poulet aux olives, gratin dauphinois, travers de porc braisé, riz au lait. Et bien sûr, le fameux gâteau aux noix du Périgord, servi en entrée comme cadeau de la maison.
Le jour de l'inauguration, la file faisait le tour du pâté de maison. J'étais à la porte, vêtue d'une veste de cuisine blanche impeccable, avec mon nom brodé en doré. Quand j'ai ouvert les portes, on m'a applaudi. Et mon restaurant a un détail particulier. Celui qui ne peut pas payer mange gratuitement. Il suffit de faire la vaisselle ou d'aider à éplucher les pommes de terre pendant 1 heure. C'est ma façon de garantir que personne ne vive ce que j'ai vécu. Se sentir un poids. Ici, tout le monde est utile. Un mardi après-midi, 1 an après tout cela, j'étais à la caisse en train de fermer les comptes. J'ai regardé la porte vitrée et j'ai vu un couple arrêté sur le trottoir, regardant l'enseigne lumineuse. C'était eux. Olivier était plus mince, les cheveux coupés courts, portant une chemise simple. Vanessa était sans maquillage, les cheveux de leur couleur naturelle. Ils avaient l'air normaux, fatigués mais réels. Ils ne sont pas entrés. Ils sont restés à regarder de loin. Olivier m'a désigné à la caisse. Nos regards se sont croisés à travers la vitre. Il a simplement baissé la tête dans un geste de respect et de honte. Ils se sont retournés et sont partis vers l'arrêt de bus. J'ai ressenti un pincement d'émotion. Ils étaient en train d'apprendre. La douleur est un professeur sévère mais efficace. J'ai fermé la caisse, pris mon sac, je suis sortie du restaurant et j'ai respiré l'air du soir. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait une dernière publication pour mes 500 000 abonnés. Une photo de moi souriante, tenant un plat de gâteau devant mon restaurant bondé. On a dit que je ne faisais que de la mauvaise cuisine. On a dit que j'étais vieille et inutile. Aujourd'hui, je nourris des centaines d'âmes chaque jour. La vieillesse n'est pas la fin du chemin, mes amis. C'est simplement le moment où l'on apprend enfin à assaisonner la vie à notre goût. Ne laissez jamais personne vous dire que votre place n'est pas au sommet du monde. J'ai rangé mon téléphone. Le chauffeur de ma voiture particulière a ouvert la portière. « À la maison, Madame Madeleine ?»« Oui, Charles, à la maison. » Pendant que la voiture glissait dans les rues, j'ai regardé le ciel étoilé. J'ai fait un clin d'œil à une étoile qui brillait plus fort que les autres. « Merci, Gérard. » Le gâteau est parfait. Et c'est ainsi que moi, Madeleine Dupont, j'ai cessé d'être la belle-mère humiliée pour devenir la protagoniste de ma propre histoire. Parce que la plus douce des revanches n'est pas le mal qu'on rend, mais le succès qu'on construit sur les pierres qu'on nous a jetées. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.